Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Le tour d'horizon des collectivités locales qui testent et déploient des outils IA au sein de leurs services continue cette semaine avec le département du Calvados qui a été très méthodique pour monter une expérimentation sur des outils d'IA générative. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques, politiques et très certainement aujourd'hui territoriaux. Cause commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM, bien sûr, 93.1 et le DAB+, et puis en podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, qui nous permet cet espace de liberté chaque semaine. Et nous avons besoin de vous aujourd'hui. Parce que quelques petits gestes pour vous ont un impact énorme pour nous. Usez de vos super pouvoirs sur les plateformes et sur les réseaux. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. C'est notre seule récompense. Et en plus, ça nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Cet épisode est réalisé en partenariat avec l'AFNOR dans le cadre de son livre blanc IA et collectivités territoriales, qui fait le point sur les stratégies et les méthodes afin de déployer une démarche IA au sein de l'organisation. Vous pouvez retrouver le lien de cette initiative dans la description de cette émission. Encore une fois, ce qui est hyper intéressant avec ce tour d'horizon des collectivités qui testent et qui déploient des outils IA, c'est de voir la diversité des chemins qui mènent à peu près aux mêmes objectifs. Aujourd'hui, on découvre le département du Calvados, dont la trajectoire est originale et le test très ciblé sur des usages et des outils d'IA générative. Pour nous présenter les détails, je reçois la directrice de la relation usagée et de la modernisation du département du Calvados. Bonjour, Amélie Brun. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue dans le studio, ça s'entend, vous avez un bon son à votre micro. Ah, je suis ravie. Alors parlez-moi d'IA, Amélie. Mais commençons quand même par toujours pareil, votre profil et votre collectivité. C'est quoi finalement directrice de la relation usagée et de la modernisation ? Et puis, présentez-nous un petit peu le Calvados, voilà, le nombre d'agents, qu'est-ce que sont les missions du département ? Je dis toujours que je préférerais être infirmière, ce serait plus facile à expliquer. D'accord. Mais si j'en reviens à ce qu'est une directrice relations usagers modernisation, c'est principalement 4 choses. Déjà, orchestrer l'accueil de premier niveau sur l'ensemble des services du département, donc l'accueil téléphonique, physique ou numérique. C'est également s'occuper de la protection des données personnelles, et c'est un lien avec l'IA forcément. C'est s'occuper de moderniser, de transformer les services, de les accompagner pour l'avenir, on va dire, et donc l'IA s'inscrit pleinement là-dedans. Et enfin, c'est les aider à avoir la meilleure information possible pour prendre les bonnes décisions. Et du coup, la simplification, vous parlez de simplification aussi de la relation usagée, de la modernisation quand on préparait cette émission, et vous me disiez, c'est pas que numérique la simplification. Tout à fait. Mais du coup, quand même, ces nouveaux outils, on peut imaginer qu'ils vont apporter, ou ils pourraient en tout cas, apporter une certaine simplification, déjà en commençant par les agents. Oui, en fait, c'est un peu le pari qu'on fait, c'est-à-dire que c'est vraiment nous, notre parti pris depuis le début au département, quand on parle de modernisation, c'est avant tout simplifier. Alors, la vie des usagers avant tout, mais évidemment, si on peut en symétrie des attentions simplifier la vie des agents, c'est tant mieux. Et on espère vraiment que l'IA nous aidera à ça, et je vous expliquerai un petit peu pourquoi on l'a pris de cette façon-là, justement. Oui, on va rentrer dans le détail au fur et à mesure. Du coup, on essaie de trouver à chaque fois le fait déclencheur. Qu'est-ce qui est le fait déclencheur dans votre collectivité ? Ça vient de votre hiérarchie, ça vient de vous-même, ça vient de votre entourage, de votre équipe. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on se dit là il va falloir qu'on aille creuser ? Alors, peut-être juste avant dire que et ça va expliquer le fait déclencheur. Je suis pas experte de l'IA, vraiment pas. 2, je suis ni pour ni contre. Je trouve que c'est intéressant de regarder un peu l'IA de loin et d'essayer de prendre de la hauteur, mais aujourd'hui, je suis ni pour ni contre. Et troisièmement, je ne sais pas si ça va être une révolution, la révolution tant attendue et tant décrite. Tout se passe en 2023.
quand on commence à voir, évidemment, un peu comme tout le monde, les outils d'IA générative impacter le travail de nos agents. Et on organise durant le mois de l'innovation un événement autour de ce sujet. Il y a plein d'inscrits, il y a plein de gens qui veulent en parler, qui commencent à nous dire qu'ils utilisent les outils. Donc là, on se dit, c'était fin 2023, il n'y avait pas encore eu le sommet sur l'IA de Paris, et que il faut quand même s'en saisir au niveau de la direction générale. Et moi, comme j'appartiens à la direction générale, forcément, j'amène ce sujet en direction générale juste après. Donc ça, c'était le premier élément. Et le deuxième, c'est vraiment Séminaire des cadres 2024, donc qui suit le mois de l'innovation, où notre président demande à l'ensemble des cadres réunis qui utilisent déjà des outils d'IA générative dans son quotidien professionnel. Et là, il y a 3/4 des personnes qui lèvent la main. Et là, on se dit, oui, il est vraiment urgent de s'en saisir. Oui, du coup, en fait, il y a cette semaine de l'innovation publique. Alors, il faut expliquer un peu aux auditeurs. En fait, dans les collectivités territoriales, je crois que c'est valable aussi d'ailleurs à l'État, dans le public, globalement, chaque année, il y a une semaine qui est dédiée à un mois, c'est vrai maintenant, que c'est un mois. Le mois. On a gagné. Oui, c'est vrai que ça a commencé par une semaine et maintenant c'est le mois de l'innovation publique. Et donc du coup, pendant ce mois, on multiplie les événements, les ateliers, justement pour faire découvrir des innovations, pas forcément numériques d'ailleurs, mais parfois numériques. Et donc là, l'idée, c'était dans votre calendrier, c'était à quel moment? C'était quelle année de l'innovation publique? Donc novembre 2023, d'accord. Parce que c'est au mois de novembre à chaque fois. Et comment vous avez monté les choses? C'est-à-dire quel dispositif finalement vous avez voulu mettre en place au moment de ce mois de l'innovation publique pour une petite prise de conscience IA? On a vraiment voulu essayer de se projeter par rapport aux politiques publiques qu'on mène au département, à savoir les collèges, les personnes âgées, les routes et aussi les aides au territoire. Et donc, on a mené des ateliers où on s'est mis en situation de dystopie. On a essayé d'imaginer ce que l'IA allait pouvoir changer dans nos politiques publiques et on a mélangé des agents, des élus, de tout cadre d'emploi et on a discuté ensemble là-dessus et ça a été une espèce de prise de conscience que oui, l'IA était là et qu'elle allait sans doute profondément changer les choses. Donc un atelier qui vient faire réfléchir tout le monde à ce que ça peut être le travail avec l'IA. Vous pensez que c'est important quand même pour commencer une démarche finalement d'aller utiliser un peu l'imaginaire justement? Ça me paraît indispensable et c'est comme ça qu'on a commencé et notamment parce que tout le monde a un avis sur l'IA. C'est pas comme d'autres projets où tout le monde en parle. Voilà, tout le monde en parle et encore plus aujourd'hui depuis ce sommet. Enfin maintenant, les médias en parlent quasiment tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses à déconstruire quand même et où beaucoup de choses à partager avec l'ensemble des agents qui eux viennent enrichir un peu tout ça. Donc oui, ça me semble indispensable avant de se lancer dans ces outils d'avoir des débats autour de l'éthique notamment à l'utilisation de tous ces outils. Et pour ce débat, encore une fois, je reviens sur cette espèce de moment un peu de déclenchement lié au mois de l'innovation. Vous me disiez que vous aviez fait venir des gens extérieurs pour finalement apporter un peu de matière et pour débattre? Oui, ça nous paraissait important d'avoir pour le coup des experts. Oui. Donc on avait une experte qui travaille vraiment sur ces sujets, qui est professeure à Sciences Po, notamment autour des sujets d'intelligence artificielle Sciences Po Paris. Donc elle nous a fait vraiment un peu de pédagogie, même si parfois c'était un peu pointu, on avait du mal à suivre, mais en tout cas ça a eu le mérite d'exister. Et puis en parallèle, on avait une ancienne collègue assez connue dans le monde des collectivités qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, notamment sur les volets juridiques et réglementaire et qui nous a aussi apporté son point de vue. Pour le coup, elle n'est plus agent public aujourd'hui, mais en tout cas, son point de vue d'agent public. Donc, il y avait de la matière avant l'atelier, et avant l'atelier de dystopie, avant l'atelier d'imagination, finalement, pour se faire pour se dire les choses. Avant et après. Et du coup, tout le monde a joué le jeu, ça a produit des choses intéressantes? Intéressantes, mais on était encore beaucoup dans... on n'imaginait que. Donc, on s'en souvient pas, mais en 2023, c'était pas si commun que ça. C'était le tout début. Quelques personnes, là, pour le coup, avaient utilisé ChatGPT ou d'autres, mais ça restait encore assez confidentiel. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de se projeter sur nos politiques publiques demain. Mais en tout cas, oui, tout le monde a joué le jeu et ça a été vraiment une matinée intéressante. Parfois, un peu, justement, trop... pour certains, en tout cas, ils auraient presque voulu déjà être formés aux outils.
Ouais. Et nous, non, vraiment, c'était pas notre parti pris. On voulait vraiment un temps d'échange, une matinée d'échange avec tout type de profil. Une première réflexion, une première ouverture. Et du coup, un deuxième événement un peu plus tard, en 2024, dans le cadre d'un séminaire des cadres. Donc là, le format séminaire des cadres, c'est la direction générale qui parle avec ses cadres et puis j'imagine, échange sur différents thèmes et différents sujets. Oui, il y a différentes parties dans le séminaire, mais la première partie, c'est toujours le directeur général des services et le président qui s'adressent aux cadres et qui répondent à un certain nombre de questions, voire même qui interagissent avec eux. Et donc là, il y avait tout un tas de sujets qui avaient été abordés, puisque le thème de l'année, en lien avec forcément les Jeux Olympiques et d'autres, c'était jouons collectif. Ouais. Et donc ce sujet de l'IA a été abordé, puisqu'on commençait à y réfléchir au niveau de la direction générale, et c'est là que le président interrogeait les gens et que on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup d'usages. On parle de Shadow IA aujourd'hui, et il y en avait déjà beaucoup parmi nos cadres. Et ça a été un petit peu la prise de conscience qu'il fallait d'autant plus éventuellement et agir vite quand même. Faire quelque chose. Voilà. D'accord. Mais heureusement, on était déjà un peu lancés. Donc, Oui, vous aviez déjà un peu des idées derrière la tête sur la manière de faire. Alors du coup, rentrons un petit peu justement dans cette expérimentation, cette méthode. Donc là, on est fin 2024, début 2025, si je comprends bien la timeline de tout ça. Finalement, vous proposez quoi et à qui pour pouvoir lancer ce dispositif ? Alors je dirais on est même début 2024. Oui, encore. Il y a tout un premier travail en direction générale pour vraiment que la direction générale, ça me semblait important qu'on puisse tous justement être en capacité de poser des choses autour de l'IA. Donc il y a déjà 2-3 réunions avec le comité de direction générale pour justement s'approprier un petit peu mieux ce que c'est que l'IA, et notamment l'IA générative, mais pas que, et comment demain ça risque de venir impacter nos agents, nos métiers, nos politiques publiques. Donc un travail avec eux autour notamment des dilemmes. Moi, j'ai approché un peu ça sous forme de dilemme. Voilà, quelles questions ça nous pose aujourd'hui en tant que directeur généraux d'une grande collectivité. Le Calvados, c'est environ 3000 agents, donc c'est pas un des plus grands départements de France, mais c'est pas rien, 3000 agents. Et donc, qu'est-ce que ça nous pose comme question ? Donc, on débat entre nous, justement, de tous ces dilemmes, et on associe des collègues dans les équipes qui, eux, sont plus à l'aise, qui connaissent déjà les choses, et donc on décide de tout faire en interne. Et donc, des collègues viennent présenter des choses qui sont déjà en train de faire, des cas d'usage déjà testés. Et là, il y a quand même tout de suite un effet waouh. Ah oui. Et puis aussi, quand même, un effet il devient urgent d'agir. Oui. Et du coup, est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous commencez à réfléchir finalement à la manière d'encadrer, entre guillemets, de réguler les usages ? Qu'est-ce que c'est dans ces réflexions avec le CODIR que vous vous posez justement ces questions de alors comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on ouvre ? Qu'est-ce qu'on n'ouvre pas ? Oui, tout à fait. En fait, on commence à discuter entre nous, de dire, en fait, on avait regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. Il y en a à cette époque-là qui étaient à tout interdire. Ouais. Il y en a qui s'en saisissaient pas. Sciences Po, première réaction de Sciences Po, interdiction. Sciences Po, je crois, je crois que c'est Montpellier au tout début. Quelques villes. Voilà, ça a beaucoup changé après, je pense, parce que c'est un peu un sujet, l'IA, où il faut s'adapter en permanence. Ouais. En tout cas, on avait ces retours-là. Et donc là, on se dit, non, il faudrait qu'on arrive à trouver un entre-deux. C'est-à-dire permettre aux agents de continuer à utiliser ces outils. Au contraire, ça nous fait un beau terrain d'expérimentation, mais quand même avec quelques recommandations d'usage qui s'imposent. Donc oui, c'est à ce moment-là que ça arrive. C'est quoi les recommandations d'usage ? Alors elles sont à l'époque. À l'époque, on était contents de nous. Aujourd'hui, ça paraît hyper commun, mais on avait 4. Vous pouvez utiliser les outils d'IA générative grand public, mais à condition d'avoir une utilisation raisonnée, en lien bien sûr avec toute la consommation énergétique qu'on connaît. Donc allez-y si c'est vraiment utile, quoi. Exactement. Donc utilisation raisonnée, utilisation encadrée. N'allez pas injecter des données personnelles sensibles ou confidentielles. Et comme nous, on travaille aussi, le domaine du social est un grand champ. Je l'ai pas cité tout à l'heure, mais évidemment, c'est la plus grosse compétence du département. On traite beaucoup de données sensibles et personnelles. Donc surtout, n'injectez pas ce type de données. On ne sait pas où ça part. En tout cas, sur ces outils-là. Une utilisation critique. Évidemment, avec tout le sujet des hallucinations, mais il faut voir que début 2024, c'était pas connu, et on a pu justement apprendre ensemble un petit peu ce que ça voulait dire une IA qui hallucine. Et il y en avait encore beaucoup à l'époque. Et il y en avait beaucoup, c'est vrai qu'il y en a moins. Et une utilisation transparente. Après tout, si vous utilisez les outils, dites-le, et c'est pas un problème.
Et derrière, donc une fois qu'on a un peu ces 4 règles, finalement, comment vous envisagiez de sensibiliser au fur et à mesure, alors le codir j'imagine, ou les agents. Ça s'est passé à ce moment-là, ça a commencé à se mettre en place, la sensibilisation ? Oui, dès le début. Donc nous, on avait 4 cibles, entre guillemets. Donc la direction générale, et je vous en ai un peu parlé. Les agents, je vous en ai un peu parlé avec cet événement dans le cadre du mois de l'innovation, le séminaire des cadres, et dès qu'on peut, on en parle. On fait aussi des articles dans vous savez, l'intranet ou les journaux. Voilà, exactement. Les élus, évidemment. Donc, on a fait des interventions auprès de nos élus, qui aussi sont très, très intéressés par la question. Et enfin, les représentants du personnel, qui suivent de près tout ça, et on les associe, étant donné l'impact éventuel qu'il pourrait y avoir sur les métiers demain. Ça m'intéresse beaucoup. Comment vous avez justement effectivement embarqué les organisations syndicales dans ces questions-là, qui sont toujours un peu sensibles, qui sont vigilantes finalement face à l'IA. Comment on aborde les organisations syndicales? On a fait une réunion assez longue avec eux. Déjà, il y avait un premier. Donc, l'idée, c'était vraiment de discuter avec eux de la façon dont on souhaitait mener cette démarche. On a fait une assez longue réunion pour justement, il y avait tout un premier temps de sensibilisation, pareil, de pédagogie, et de bien expliquer de quoi on parlait et de quoi on allait se saisir au niveau de l'administration. Et puis, on s'est engagé à revenir vers eux aux différentes étapes pour justement qu'ils puissent être partie prenante. Et en parallèle, évidemment, la Direction générale des ressources humaines est très présente dans la démarche pour venir en appui aussi sur toutes les questions liées aux agents. Et ils avaient des questions particulières, les organisations syndicales, vous avez senti qu'il y avait des sensibilités particulières? Oui, mais ni plus ni moins que ce qu'on peut rencontrer avec les agents, les élus, la direction générale, en fait. C'était les mêmes sensibilités, oui, les mêmes questions. Les mêmes, avec bien sûr le souhait de dire il faut faire les choses correctement et bien réfléchir aux impacts. Je pense que ce qu'on a pu leur proposer, en tout cas à ce stade, convenait bien. Et voilà, on s'est redonné rendez-vous là à la rentrée pour leur partager les résultats de la première expérimentation. Donc un petit tour de table avec tout le monde pour présenter un peu la manière de faire. Et puis il y a un OK qui arrive, on dit bah, OK, ça marche, on fait ça comme ça. Des petites vigilances particulières par rapport à ce qui allait être lancé ou Oui, alors déjà juste peut-être, j'ai pas précisé, on a bien souhaité distinguer dans l'approche les outils d'IA générative grand public dont je vous parle aujourd'hui et les outils d'IA que moi j'appelle spécialisés qui vont venir augmenter des métiers. Et c'est bien ce qu'on a expliqué aux représentants du personnel et aux élus hôtes, c'est que l'IA dans les métiers, pour venir augmenter un métier, c'est ni plus ni moins qu'une solution numérique. Et donc, comme à chaque fois, on va regarder les impacts, les coûts, comment on le met en œuvre. Ça, je le mets de côté aujourd'hui. Sur l'IA générative, on voit que ça va beaucoup plus vite et que ça impacte beaucoup plus d'agents et que ça touche notre quotidien à tous, qui est l'aide à la production de documents administratifs. Oui. Et vous avez centré les choses là-dessus. On a déjà centré là-dessus. Donc déjà, le périmètre était un peu moins large. Pour nous, c'était plus facile à expérimenter. Et puis, les premiers, justement, les limites qu'on a vues tout de suite, c'est lié justement aux données personnelles, puisqu'on adresse beaucoup de données personnelles dans le champ du social. Oui. Et donc, on s'est questionné, est-ce que on intègre cette partie-là dans le test ou pas? Donc, on a beaucoup discuté et puis on a décidé d'intégrer tout en demandant à nos collègues d'être très vigilants sur la manipulation de ces données-là, justement. Donc, ils étaient sensibilisés à cette question dans leur utilisation? Oui. OK. Donc du coup on a une composition d'équipe, vous l'avez un peu cité au fur et à mesure, donc la direction générale, bien sûr la DSI. Bien sûr, direction des services numériques chez nous, mais oui, tout à fait. Ils sont presque autant acteurs que moi, en réalité. La DRH, vous l'avez dit aussi. Le service juridique? Oui. Bien sûr. Pour le volet réglementaire et encadrement, ça nous semblait important. Ils ont un peu épluché l'IA Act pour regarder un petit peu ce que ça impliquait chez nous. D'accord. Et toute cette équipe-là, donc du coup, comment vous l'avez utilisée? Comment vous l'avez répartie? Comment ça s'organise finalement? Il y avait le DPO aussi. Hein. Le DPO. Il n'en voudra pas le citer, qui pour nous est essentiel. En plus, il est dans mon équipe, donc je le cite. Je te salue, Jean-Michel. Voilà. En fait, chacun, on a voulu mener une expérimentation grandeur nature. On s'est dit, on a ces recommandations, mais en vrai, on ne sait pas quels outils seraient les plus à même d'être utilisés par nos collègues. Donc, on est parti de 5 cas d'usage. 5 cas d'usage que sont la rédaction de notes, la rédaction de courrier de mail,
la rédaction d'un compte-rendu, la rédaction d'une présentation et la réalisation d'un discours. Hyper simple. Classique, mais en même temps, c'est ça qu'on attend. C'est ça. Et nous, on voulait être pratico-pratique et répondre aux besoins des gens. Et donc, chaque référent que vous avez cité, dans chacune des directions, il y avait quelqu'un. Et en fonction de son appétence, son domaine compétence, il suivait un groupe d'expérimentateurs. D'accord. Ok, ça, un peu de manière volontaire. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les présentations. Je vais être le chef de le pilote ou le chef de pont de ce cas d'usage. Okay. Eh ben, vas-y. Il se trouve que c'était aussi Jean-Michel. Décidément, Jean-Michel, il est bien présent dans cette expérimentation. Alors, les outils maintenant, justement, vous avez vos cas d'usage, vous avez vos équipes. Maintenant, qu'est-ce que vous leur mettez entre les mains et quel choix vous faites pour ces outils finalement? Eh ben, on fait un mauvais choix au départ. Ah, ça, ben c'est très bien parce que ça va nous apporter un enseignement du coup. Tout à fait. C'est le but de cette émission. Au départ, on dit, pour faire des notes, vous allez tester ChatGPT Mistral.bar. Pour faire de la présentation, vous allez tester Gamma.bar. Et je vous fais pas la suite. Oui. Et puis, en fait, au moment où on discute avec les formateurs, ils disent, mais c'est pas si simple, Amélie. Ça va pas se passer comme ça. Parce que c'est pas un outil, un cas d'usage, quoi. Non, pas du tout. Et donc là, on change complètement notre façon de faire et on dit, pour tel cas d'usage, en fait, tu vas enchaîner un certain nombre d'outils et tu vas prendre le meilleur de chaque outil pour arriver à ton résultat. Et donc, en fait, en réalité, on a testé plein d'outils. Je sais pas si je vous les cite, mais... Oui, on pourra, sinon, on les connaît bien. Vous les connaissez, ChatGPT, Mistral Gemini, Gamma, Napkin, Dictation, Upmeet ou d'autres. La plupart étaient gratuits et sont grand public. On les remettra, on remettra les liens de ces outils. Notebook LM, Perplexity. Voilà, comme ça, vous les aurez tous et vous aurez pas besoin de noter. Moi, il y en avait quelques-uns que je connaissais pas dans la liste. Napkin, je connaissais pas notamment. Pour faire des graphiques. Oui, je l'ai pas encore testé depuis qu'on se parlait. Mais du coup, effectivement, et vous l'avez dit, en fait, c'est des gens un peu plus expérimentés que vous, vos formateurs, parce que vous avez pris du coup des formateurs externes pour venir vous accompagner, qui vous ont dit un cas d'usage, un outil, ça va peut-être pas bien marcher. Et du coup, comment ils vous ont guidé justement pour comment ils vous ont donné en fait ce tips de vous dire non, faites pas ça comme ça. Comment ça s'est passé? Autant la démarche, vraiment, on l'amène de A à Z en interne, autant là, on sentait effectivement qu'on n'avait pas d'experts assez pointus et ça nous paraissait hyper important de réussir cette phase de formation. Et ben, on construit ensemble le contenu de la formation et très vite, ça vient et très vite, je m'en remets à eux. En fait, on s'en remet à eux en disant, vous êtes plus à l'aise que nous. Et effectivement, ça se passe bien. Par contre, la conséquence, c'est qu'on avait prévu qu'une demi-journée, parce que nous, dans notre tête, c'était un outil, un cas d'usage. Et là, quand vous enchaînez 6 ou 7 outils, les formations, enfin, les formés ont pu nous dire que c'était hyper dense. Oui. Donc, ce serait peut-être à revoir. Je ferais peut-être plus une journée par testeur. Et plus, du coup, expliquer que c'est tout de suite un processus avec différents outils qui va être géré que juste quelque chose de très basique, un cas d'usage, un outil. Ça, on l'a bien compris. Et du coup, comment ça se passe? Parce que donc là, on a l'équipe, on a les cas d'usage, on a à peu près la méthode qui va être utilisée. Donc, vous parlez de formation. Qui est-ce qui a été formé? Et qui est-ce qui est devenu testeur finalement de tout ça? Eh ben, on a tout simplement fait un appel à candidature à l'ensemble de nos agents, où on a quand même expliqué qu'on voulait des gens pour et contre, des gens plus ou moins à l'aise avec le numérique, des gens qui représentaient l'ensemble des métiers et l'ensemble des catégories dans nos agents. Donc, on a souhaité un panel représentatif. Là encore, on s'est complètement planté parce nous, on imaginait qu'on allait avoir 30 personnes et que ça allait être top. Et en fait, on a eu presque une centaine d'agents qui se sont portés volontaires. Donc, on a été très contents, mais ça déconstruisait toute notre expérimentation. Donc, au final, on en a retenu 70 pour arriver à 60 testeurs. Donc, vraiment sur le principe du volontariat. Tous les profils. On a eu aussi beaucoup de sceptiques et on a été contents parce que du coup, ça a permis vraiment de débattre et de pas partir sur, comme je les appelle, mes geeks qui, eux, de toute façon, étaient forcément... c'est facile, quoi. Ok, c'est facile, ça, on c'est bien, c'est courageux d'avoir effectivement donné un petit peu de marge de manœuvre à des gens qui n'étaient pas convaincus. C'est aussi ça qui est intéressant dans votre expérimentation du coup. Alors du coup, vous leur mettez, donc vous les formez, on vient de parler de formation, et vous leur mettez ces outils entre les mains. Ils ont testé ça pendant combien de temps, en fonction des cas d'usage qu'ils devaient adresser? Environ 3 mois. Ah
oui, donc entre la formation, voilà, on a un peu l'appareil. Je vous dis tout ce qui n'a pas fonctionné. Hein. On avait pris 2 mois, mais j'ai pas eu le temps de tester, j'ai trop de choses, machin. Donc on a prolongé d'1 mois et c'est bien parce qu'ils ont vraiment pu tous tester et on a eu des retours, des analyses, des choses qui nous permettent d'avancer aujourd'hui. Et vous me disiez quelque chose que je trouve intéressant, c'est donc il n'y a pas de budget dans cette expérimentation. Non. Vous n'avez pas acheté des licences pour faire ces outils-là. Vous leur avez demandé de partir sur des outils gratuits et accessibles à tous, mais pas d'utiliser leur adresse mail professionnelle. Alors, on leur a conseillé d'utiliser une adresse poubelle. D'accord. Pour éviter d'avoir sans cesse des sollicitations sur leur adresse mail, mais on n'a pas interdit non plus. D'accord. C'est une recommandation. Oui, on a plutôt recommandé en lien avec les formateurs. Et donc ils ont fait leur test et vous leur avez remis une grille finalement d'évaluation. Comment vous avez constitué cette grille et comment elle a été utilisée ? On avait tout un tas de questions qu'on se posait, nous, sur l'utilisation de différents outils pour différents cas d'usage. Donc, on a structuré une grille où on leur demandait de compléter au fur et à mesure. Là, pareil, autant ils étaient hyper volontaires pour expérimenter. Remplir la grille, c'était un peu casse-pied pour eux. C'est dur, la grille. Hein. Mais c'est pas grave, voilà, c'est un peu dur. Mais on s'est adapté. Ils ont été très, pour le coup, pendant toute l'expérimentation, ils avaient des points réguliers avec leurs référents. Ouais. Et pour le coup, il y a des petites réunions. Et là, c'était très, très riche. J'ai pu participer à quelques-unes de ces réunions. Et il y a eu vraiment de l'entraide entre eux dans un groupe. Oui. J'ai trouvé telle astuce, je pense notamment pour les comptes rendus, on a un collègue qui était très à l'aise, il a même trouvé d'autres outils, il a formé les collègues. Donc c'était un peu aussi ce qu'on souhaitait créer, une petite communauté d'entraide et les bonnes pratiques des uns et des autres pour avancer. Et du coup, ça produit finalement un rapport d'expérimentation que vous allez, comme vous l'avez dit, partager en interne déjà au mois de septembre. J'imagine que peut-être que vous publierez aussi quelques résultats publics. Oui, pourquoi pas. Pour donner un peu d'infos supplémentaires. Donc, vous avez assumé complètement le fait d'utiliser des outils présents sur le marché, accessibles à tous. Finalement, aujourd'hui, comment vous gérez l'aspect un petit peu souveraineté qui est quand même une question potentiellement importante dans le domaine public. Alors, il y a un cadre expérimental et il y aura un autre cadre ou comment vous gérez ce côté j'ai utilisé des outils qui sont souvent américains pour le coup. C'est pas potentiellement important, c'est majeur. C'est majeur, voilà. C'est très important. Je savais pas comment j'allais amener le sujet, mais pour moi effectivement c'est majeur, mais je voulais pas non plus que... C'est majeur, mais vous avez d'un côté la direction des services numériques et ils ont raison, qui sont très sur la souveraineté, et de l'autre côté les innovateurs qui disent ouais mais on peut pas faire grand chose avec ta souveraineté entre guillemets. Ouais. Je caricature. Ouais. Donc on a beaucoup débattu, ça a été un des dilemmes qui a été évoqué en direction générale de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va à fond sur du Mistral par exemple ou pas. Et en fait on s'est dit on se laisse la phase d'expé, donc on ouvre au maximum. Ouais. Et là, on est en train de regarder un peu plus précisément et force est de constater que si on parle de souveraineté, par exemple, si je prends Mistral, il ressort pas du tout dans les outils les plus simples, les plus efficaces. Donc, on va avoir un nouveau débat à la rentrée pour voir un petit peu est-ce qu'on fonce sur des outils souverains ou pas. Je ne sais pas. On a eu ce débat sur plein d'autres choses. Et du coup, c'est quoi un peu les suites ? C'est-à-dire que là, septembre, on va vous laisser l'été pour mettre un peu au point effectivement la rédaction du compte rendu des conclusions. Mais finalement, on part sur quoi derrière ? Vous partez sur quoi derrière avec la collectivité sur ce sujet ? L'idée de base, c'était de partir sur ce qu'on fait nous habituellement pour d'autres choses, c'est de labelliser des outils. Ouais. Et que la direction des services numériques, entre guillemets, autorise tel ou tel outil parce qu'il y a un niveau de sécurité, parce qu'ils sont souverains, parce que voilà. Et on est bien embêtés. Donc là, on est en train de changer notre fusil d'épaule ou en tout cas de réfléchir un petit peu autrement, de plus affirmer les recommandations. Ouais. Donc de faire confiance a priori aux gens en disant « Ok, on vous laisse utiliser ces outils, mais... » Faut pas déconner non plus, il faut vraiment être strict sur les recommandations. Et par contre, la direction des services numériques est en train de travailler, de réfléchir à une IA interne. Ouais. Et là, pour le coup, on serait bien, notamment pour toutes les questions d'ordre social. Donc, si on est entre nous, chez nous, là, pour le coup, on n'aurait plus les difficultés. Donc, on va regarder par cas d'usage si on peut pas, dans une certaine mesure, utiliser notre IA interne et dans une autre, les outils d'IA générative grand public. Et alors, qu'est-ce que vous tirez finalement comme conclusion de cette expérimentation et quels conseils vous donneriez finalement à d'autres collègues, d'autres collectivités qui ont envie effectivement de se lancer dans une démarche IA comme la vôtre ? Je dirais que c'est un petit peu... faut se lancer.
Ouais. En fait, faut se lancer. On voit pas à 2 mois près. Parce que entre ce que je vous ai dit en 2023, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont évolué. Faut se lancer, accepter de se planter, et puis faire comprendre à nos décideurs. Et j'ai cette chance, moi, au département, ils l'ont bien entendu, que je vais peut-être leur proposer des précos au début de l'expé, et puis à la fin leur dire, en fait, on va peut-être faire un peu autrement. Et donc, on avance en marchant, comme on dit. C'est un peu l'heure de conclure, et cette conclusion, elle est belle, je trouve. Merci beaucoup, Amélie. Merci à vous. Et merci donc du coup de tout ce partage pour les autres collectivités. Merci à vous également, chères auditrices et chers auditeurs. Allez, restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.